Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute. All right, on le fait. On le fait. Bienvenue au podcast Écologie et Société. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, suivez-nous sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Tout est accessible sur le Linktree, dont la nouvelle merch que j'ai fait. C'est une espèce de morceau de bois que mon père, shout-out à mon père qui les a confectionnés pour moi. Il a réutilisé des barres d'un lit de bébé pour faire justement la merch qui est dans le fond la barre coupée. Puis j'ai laser engrave le QR code avec le logo du podcast. Fait que tiens Francesca, je te donne ta petite version avec ton petit nom. Merci beaucoup. Il y a genre mon nom de gravé et tout. Merci. De rien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, selon moi, est assez pertinent puis assez d'actualité. Je pense que monsieur et madame tout le monde s'intéresse de plus en plus à son impact écologique, surtout en tant que Québécois ou Canadien. On dit souvent qu'on a un impact assez fort par capita, qu'on consomme et qu'on a sensiblement la même empreinte écologique que les États-Unis, parce qu'on a sensiblement le même mode de vie, mais par contre, on est vraiment un plus petit pays puis une plus petite population, mais quand même, on a cet aussi grand impact-là. Donc, Francesca va venir nous parler de ça parce qu'elle est entrepreneure et consultante en économie circulaire. Elle accompagne les entreprises québécoises dans la transition pour des pratiques un peu plus durables et responsables. Elle fait de la gestion de projet, de l'accompagnement stratégique avec les organisations. Fait qu'elle va venir nous parler de ça. Fait que bienvenue, Francesca. Ben merci de m'accueillir aussi aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici. Oui, je t'ai vu sur LinkedIn, puis je t'ai envoyé un message, puis je pense que la journée même, tu m'as dit « Bien oui, je suis vraiment intéressé », puis tout. Ouais, ça s'est fait naturellement, puis non, merci du outreach, là. C'est un bon corps. Merci. Fait que c'est quoi le nom de ton entreprise? Solution ECS. ECS pour Environnement, Circulaire et Synergie. OK. Puis justement, ça t'est parti d'où ton intérêt pour l'environnement ou ton impact écologique? Y a-t-il un moment que... Ça vient de tout le temps, mais plus précisément depuis, disons, les 10 dernières années. J'ai commencé en gestion de matières résiduelles, acronyme GMR là, pour certains. Puis ouais, c'est typique des conteneurs, en fait, là, les conteneurs à déchets, conteneurs à recyclage, les composts, des choses comme ça. Fait que j'ai commencé là-dedans. J'étais chargée de la vente de ces services-là. OK. Puis, fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait extrêmement beaucoup de matière qui était jetée dans ces fameux conteneurs-là. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de matières récupérables. Puis c'est là que j'ai fait « Oh my God! » C'est pas... faut faire quelque chose, exactement. Puis, je peux pas créer un changement en étant à la tête d'une entreprise qui prône pas ces valeurs-là puis qui, au contraire, veut simplement s'enrichir sur la collecte en général. Fait que je me suis dit que si je veux créer un changement pour demain, il faut que je le fasse à ma façon. Puis c'est là que Solution ECS est née. Wow! Puis ça fait-tu longtemps que ECS existe? Ça fait 1 an, en fait. Ouais. OK. On célèbre 1 an. Félicitations. Ouais, non, je suis contente. 1 an officiellement depuis le début novembre. Là. Ouais. OK. Puis l'acronyme t'est venu comment? En fait, environnement pour environnement. Circulaire, pour moi, c'était l'important de mettre l'économie circulaire en plan, en fait. Là, c'était vraiment les valeurs intégrantes, puis les synergies, c'était vraiment le fondement principal de l'entreprise. Solution ECS, en fait, pour certains qui se connaissent un peu moins en environnement, c'est vraiment un des plus gros répertoires environnementaux de solutions pour les entreprises. Okay. Fait que tout ce qui est recycleur, tout ce qui est approvisionnement plus responsable, ce qui est sensibilisation, c'est vraiment un répertoire pour tout ce qui est disponible en entreprise. Puis quand tu parlais justement de conteneurs, t'as-tu fait justement, y a-tu des chiffres justement que tu as remarqué que tu t'es dit, OK, vraiment, parce que moi, j'ai travaillé dans plusieurs industries aussi, là, donc je sais combien les industries, surtout en manufacturière, ça génère des quantités de déchets. Là. On parle souvent de justement de l'impact personnel puis individuel, mais les entreprises, c'est un
gros C'est un gros énorme sport, là. fléau. J'ai pas de chiffre. Ben, tu voudrais quoi comme chiffre, exemple? Ben, la quantité de tonnes que, justement, toi, dans toutes les entreprises, ou je sais pas, Chaque un certain entreprise secteur, ou... Ouais, les entreprises manufacturières génèrent extrêmement beaucoup de matière. Beaucoup de tonnes par année. Je peux même aller jusqu'à proche de 1 million de tonnes pour des entreprises de grande envergure. Puis ça, là-dedans, la majorité est recyclable. Puis c'est ça le gros problème. C'est qu'on est là à comme, OK, ben on va installer certains équipements pour mieux performer, on va installer des compacteurs, on va essayer de décider ça, mais les gens ne réalisent pas que le tri puis la réduction à la source, c'est la clé, là. Ben oui, tu sais, je dis tout le temps, OK, on aura beau recycler le plastique, mais le problème, c'est qu'il est produit. Exactement. Le plastique, s'il n'était pas produit, tu n'aurais pas besoin de faire toute cette chaîne de recyclage, de broyage, de brûlage ou quoi que ce soit. Ou, s'il n'était pas produit à la base, tu n'aurais pas ce problème. Genre. Non, exact. Puis en environnement, on a vraiment l'acronyme, ben, le terme, là, qui est la règle des 3 RV, qui est de réduire, de recycler, de réutiliser et de recycler. Donc, avant toute chose, il faut réduire notre consommation. Exact. C'est la base des choses. Mm-hmm. Puis, comment ça t'as construit ton entreprise? C'est parti de où? Qui a eu l'idée? Ben, en fait, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ben, je dis une famille. Ma mère était entrepreneur, en fait. Puis, j'ai suivi ses pas. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Solution ACS, c'est ma deuxième entreprise. Ah, OK. La première, elle a été... je l'ai partie quand j'avais 20 ans. Puis, elle a été... c'est une bonne entreprise. Que j'ai cédé. Ouais, c'est très positif. Puis là, par la suite, ben j'ai lancé ma deuxième entreprise qui est Solution ACS. Fait que, en termes d'entrepreneuriat, là, ça a toujours été là. Je l'ai toujours eu. Puis déjà là, en ce moment, j'ai plein d'autres idées pour d'autres projets futurs, peut-être même une deuxième entreprise en lien avec l'environnement. Fait que ouais, ça a toujours été là, ça a toujours été omniprésent dans le quotidien. Puis ouais, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, je pense, mais qui principalement coule dans tes veines, là, je pense. Ouais. Puis comment on compare ça, justement? Là, tu t'es dit, tu as écrit ça sur un papier, si je vais m'enregistrer en entreprise au Québec, comment ça s'est fait? Ouais, ben en fait, étant donné que j'étais directrice des ventes, moi, pour justement des grandes compagnies de gestion de matières résiduelles, j'avais touché vraiment à tous les volets possibles en termes de... pas d'environnement, mais de collecte de matières. Là. J'avais vraiment touché au niveau de la vente, le développement. Tu avais de l'expérience là-dedans déjà. Là. Exactement. Okay. J'avais vraiment beaucoup d'expérience là-dedans. Fait que ça l'a amené naturellement à toutes ces compétences-là qui ont fait, OK, ben si je veux m'en aller du standard de collecte de matières puis de gestion de contrat, mais que je veux faire les choses mieux, ben c'est là que je suis arrivée vraiment avec l'idée de dire, ah ben non, je vais vraiment lancer une firme qui se concentre pas nécessairement sur un projet ou un objectif précis qui est la vente de contrats, mais plutôt... Non, je m'embarque sur, je vais les accompagner pour leur montrer comment mieux faire les choses. Pour avoir un impact à l'interne, dans le fond. Là. Exact. Fait que c'est là qu'est née, en fait, la vision de Solution ACS. Okay. Puis par la suite, après ça, ben étant donné que j'avais déjà une entreprise, que j'avais déjà partie, toutes les bases, je les avais déjà tout. Fait que oui, j'ai brainstormé quand même pendant plusieurs mois, là. J'ai brainstormé, j'ai fait... Logo, comptabilité, etc. Exactement. Déjà quand même bien établi, là. Okay. Ben, tu sais, quand t'es un entrepreneur dans l'âme, justement, tu veux t'intéresser à ça, fait que par défaut, tu t'auto, I guess, éduques sur certains aspects de l'entrepreneuriat. Moi, je pense que le point important que j'entends souvent, c'est que t'es auto-motivé aussi, parce que c'est ta vision, c'est ton idée, puis tu peux partir... puis te dire, c'est ça que je fais. Genre, exact. Demander à qui t'es droit pour faire un projet ou faire approuver tel truc. Là. Avec la volonté, là, tu peux faire beaucoup de choses. Puis une fois que la vision s'enligne avec la volonté, là, puis tu peux vraiment accomplir vraiment beaucoup de choses. Puis c'est ce qui s'est passé avec Solution ACS, là, en fait. Là. Puis ça apporte aussi un élargissement. Là. Tu te rends compte, l'idée initiale, c'est une chose. Puis après ça, oh my God, ça se construit. Il y a d'autres idées. Comme tu dis, tu as plein d'idées qui se rapprochent. Ouais. Exactement. Puis là, ça devient comme des blocs, là. des Legos, là. Fait que là, tu construis ça, mais puis du moment que tu respectes tes valeurs puis que tu t'assures que le core de la business est relativement la même, ben c'est là qu'à un moment donné, c'est ça, faut que tu suives cette vue-là. Là. T'as-tu fait des rencontres au cours de ton parcours professionnel qui te dit ça m'a vraiment
ça m'a vraiment aidé dans construire justement cette nouvelle entreprise-là? Ou... Moi, je côtoie quotidiennement beaucoup, beaucoup de gens en général. Puis j'ai eu la chance oui, rencontrer plusieurs personnes relativement influentes, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau de l'entrepreneuriat que de la vie en général. Mais comparativement à beaucoup d'entrepreneurs, je n'ai pas de mentor précis, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui... j'ai pris exemple de telle personne, ou quand j'ai des questions, tu sais, je sais pas quelque chose que pour l'instant j'ai, mais j'ai eu, oui, dans de nombreuses conférences ou des cohortes ou des choses comme ça, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai côtoyés quotidiennement qui m'ont inspiré, autant positivement que négativement. Là, des fois, tu sors d'une conférence puis tu te rends compte que des bouchées de double à manger. Là. Ouais, exactement. Là, puis t'es comme... Pour arriver à l'objectif que tu veux, dans le fond. Exact. Fait que, tu sais, non, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, puis j'ai la chance d'être entourée d'un super bon noyau aussi. Tu sais, là, j'ai quand même élargi beaucoup, tu sais, mon outreach, puis j'ai beaucoup de gens quotidiennement qui peuvent me supporter quand même là, quand j'ai des questions. Puis en environnement, on est quand même assez serré, là, tu sais, on est un noyau... Ça que j'allais dire, justement, c'est quand même entre guillemets, une industrie émergente. Là. Ça, oui, on en parle depuis les années 50-70, tu vas dire, là, mais ça reste quand même nouveau. Là, oui, c'est très nouveau, puis c'est depuis très peu là, que les gens s'y intéressent, point. Là, fait que, on est un noyau très petit. On parlait pas de ça en politique là, il y a 50 ans. Là. Maintenant, il y a un parti vert, puis tous les partis politiques ont Exact. Ils ont des obligations, en fait. Exact. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on peut parler au courant du podcast, là, mais tu sais, il y a des obligations politiques là, par rapport à des changements internes des entreprises, mais oui. C'est quoi, mettons, quand tu accompagnes une entreprise, les premières habitudes et les pratiques que tu proposes, où tu y vas vraiment cas par cas, comment ça marche ton processus d'évaluation de pratique? Étant donné que l'idée initiale de Solutions CS, c'était vraiment d'accompagner dans la réduction, moi, le mandat principal que autant moi que mes consultants, c'est vraiment la réduction. Quand on rentre en entreprise, l'objectif principal, c'est de réduire la gestion de tes matières, de réduire ce que tu rejettes. L'intrant de l'entreprise. Exactement. Okay. En fait, en s'attaquant à ça, par défaut, tu t'attaques à l'approvisionnement plus responsable. Fait que tu t'assures que ce qui va rentrer, justement, est issu d'une responsabilité élargie des producteurs ou qui va être issu d'une éco-conception, qui va être plus facilement recyclable. En faisant ça, mais ça t'amène à la sensibilisation interne qui est par défaut, qui va venir par défaut. Fait que là, t'arrives, puis tu sensibilises les gens. Fait que moi, quand on entre en entreprise, ça va être vraiment ça, c'est la réduction à la source, trouver des débouchés aussi pour la majorité de ce qui va être généré. Quand je parle de débouchés, je parle vraiment de trouver des recycleurs, je parle de trouver des artisans locaux qui vont vouloir récupérer certains bouts de tissu, des choses comme ça. Des fois, c'est des très, très gros volumes, fait que ça va être vraiment d'arriver avec une expertise précise ou de la logistique aussi de transport pour transporter toutes ces matières-là. Des fois, ça peut être des ballots de plastique, ça peut être des gros volumes. Là. Fait que, oui, pour répondre à la question, ce qui est attaqué en premier, c'est la réduction parce que c'est ce qui est le plus important. Ce qui fait ça totalement du sens, en fait. Là. Oui, parce que c'est ce qui va avoir le plus d'impact concret, tu sais. Puis comme j'ai dit après ça, le reste découle, là. Puis la motivation des industries puis les entreprises que tu approches, est-ce que c'est eux qui, à la base, viennent te chercher, c'est toi qui rentres chez eux? Tu sais, parce que c'est réduire... Est-ce que leur motivation provient d'être plus efficace? Tu sais, le gouvernement Carney a justement annoncé cette économie écologique qui est une compétitivité écologique, dans le fond. Là. Fait que, ça reste quand même dans l'optique de croître puis d'être en croissance. Donc, est-ce que les entreprises qui t'approchent ou que tu approches sont plus dans l'optique de se dire « Ah, OK, on a une entreprise, on a quelqu'un qui vient optimiser nos opérations dans le sens qu'ils veulent faire plus d'argent » ou vraiment ils ont une bonne conscience, puis vraiment ils veulent réduire, puis leur impact est important. Là. En ce moment, c'est très mitigé encore. Okay. Il y a des entreprises qui nous contactent directement, puis là, on le sait déjà que l'intention est bonne. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est d'avoir un impact plus positif. Ils veulent réduire. Ils veulent entamer le pas. Des fois, ils sont un peu maladroits. Ils ne savent pas nécessairement comment faire. Ils ne savent pas si ça prend des gros budgets. Ils ne savent pas c'est quoi l'implication au niveau du temps aussi, les implications puis la mobilisation interne.
Mais c'est pas ces investissements-là que ça a besoin d'être entrepris dans le fond. Là. Exactement, parce que, tu sais, on a beau vouloir faire un virage environnemental, c'est pas en claquant des doigts qu'on va arriver à quelque chose du jour au lendemain. Faire les bonnes choses pour chaque dollar investi soit vraiment dans cette direction-là ou pas. Exactement. Fait que quand les entreprises nous contactent directement, souvent, ils ont cette base-là. Ils savent qu'il va y avoir un budget à libérer. Ils savent que l'accompagnement ne se fera pas nécessairement tout seul, puis que ça va s'enligner vers ça sera pas du greenwashing. T'sais, ils vont vraiment le vouloir, ils vont être là. Mais par contre, certaines entreprises qui vont être prospectées, qui vont être développées, eux vont avoir besoin d'un petit peu plus d'amour. Parce que initialement, la façon pour aller chercher ces entreprises-là, pour les amener à une transition environnementale, ça va être vraiment de sortir les cartes que leur réseau va être affecté positivement par ce changement-là. Qu'ils vont aller chercher une clientèle différente ou qu'ils vont aller chercher une clientèle plus élargie parce qu'ils vont avoir des initiatives environnementales. Fait que c'est mitigé. Ça va être quand même touché de toucher justement à la façon dont ils font de l'argent, dans le fond. Là. C'est pas facile de justement faire un équilibre entre la durabilité et la performance économique. Là. Tout le monde veut avoir un retour sur investissement, tu sais. Fait que quand tu arrives avec une solution qui coûte X montant, dans beaucoup d'entreprises, surtout dans les contextes actuels, il faut qu'il y ait un bénéfice, là. Puis est-ce que tu vois que toutes les solutions vertes sont nécessairement moins performantes qu'une solution non verte? Ou... Non, absolument. En fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on s'arrête puis qu'on regarde les solutions, on se rend compte que dans la grande majorité du temps, ça coûte moins cher mettre en place un système plus environnemental. Parce que tu gaspilles moins? Parce que en fait, la qualité de ton produit ou de ton entrant va être de meilleure qualité. Fait qu'il va y avoir moins de rejets, il va y avoir moins de manqués. Il va y avoir tout le reste à l'interne, là, dans le fond. Là. Puis au niveau de ta collecte, si tu trouves des bons recycleurs pour les récupérer, ben le nombre de collectes que tu vas avoir de la fréquence que tu vas avoir va être réduite. Fait puis, tu sais, pour certains qui peuvent nous écouter, qui ont des factures de gestion de matériaux résiduels qui rentrent mensuellement, ça coûte vraiment cher. Là. Ouais, ça peut coûter de 5 jusqu'à 25 000 par mois, puis ça, c'est même pour des petites entreprises. Là, quand je travaillais chez Boréal, les conteneurs de Drèche, exact, c'est lourd. Oui, c'est lourd, parce qu'il fallait respecter le taux d'humidité. Puis ce que je trouvais le plus intéressant, c'est que c'était une belle symbiose entre un rejet d'entreprise, puis eux autres, ils réutilisaient ça pour nourrir des vaches puis du bétail. Mais je veux dire, s'ils étaient capables de plus réduire puis d'être plus accompagnés, c'est encore mieux. Là. Exact. Puis dans ce contexte-là, tu vois, si on prend cet exemple-là, c'est qu'une entreprise comme Solutions ACS entre dans l'entreprise, s'assure de tout analyser ça, puis ils vont voir tout de suite, tu sais, OK, là, c'est envoyé dans une ferme, mais y a-t-il moyen de peut-être rentabiliser ça? Est-ce qu'on peut aller porter cette matière-là dans une place où il peut y avoir une ristourne ou quelque chose qui va être redonné. Je prends l'exemple de Saint-Hyacinthe, ils ont une boulangerie là-bas, puis ils récupèrent l'adresse justement, puis ils vont faire des gâteaux, des pains avec ça. Eux sont prêts à débourser pour avoir ça, en fait. Là, exactement, ils sont prêts à débourser. À un prix moins cher que du blé, j'imagine, par contre. Parce que, oui, qualité, exactement, à un prix moins, mais tu sais... C'est une belle symbiose quand même. Là. Oui, parce que dans le contexte de cette drèche-là, en fait, sûrement que quand il était envoyé, il y avait peut-être un coût associé au transport qui était fait pour l'envoyer quand même à la ferme, là, tu sais, des choses comme ça. Mais dans un contexte standard, si on est capable de mettre en place un système qui est capable de revaloriser la majorité de la matière qui est générée, ben là, on réduit considérablement le nombre de collectes, on réduit le nombre mensuel. Après ça, on réduit le nombre de rejets, point. Fait qu'on réduit... c'est tout le temps une question de réduction, là. Ouais. Puis quand on met en place un bon plan de développement durable ou de transition environnementale, on réduit nos coûts considérablement. C'est juste qu'initialement, il va y avoir un coût à débloquer, mais sur le long terme, on le voit tout de suite, là. Comment tu présentes justement ce plan à long terme-là? Parce que, je veux dire, pas toutes les entreprises produisent des intrants et des outputs là, qui sont similaires. Je veux dire, chaque nature d'entreprise doit être différente. Comment tu fais pour gérer? Est-ce que tu as un plan? Ou comme tu disais, t'as comme un plan standard, mais je veux dire, toutes les entreprises ont leur propre spécificité. Là, c'est vraiment du cas par cas. Tu sais, une entreprise qui va justement vouloir faire sa transition environnementale puis qui a déjà des coûts exorbitants en ce moment, tu sais, la première étape, c'est de sortir les frais actuels, de s'assurer de voir combien son système actuel coûte. Le bilan, Le bilan, exactement. Puis là, après ça, tu arrives avec ta solution,
Puis des fois, ça peut... Dans la première année, là, c'est rentable. Là. Ah ouais, ok. Ouais, puis des fois... As-tu un exemple ou que tu t'es comme, wow, ça c'était catch-on trop bien, là? Ben, c'était un client. Ça s'est fait en dedans de 6 mois. Le client, justement, tantôt, je parlais de milliers de dollars. Lui payait 28 000 en gestion de matières résiduelles mensuellement. On a trouvé 3 recycleurs précis à des différentes régions du Québec, mais qui ont été en mesure de dispatcher. C'était des matières de plastique spécifiques, puis on les a envoyées à ces recycleurs-là. Ça a réduit sa facture mensuelle de gestion de matières résiduelles à, si je ne me trompe pas, 8 000 $. Wow! On était là dans 20 le 20 000 000 de réduction quand même. Exactement. Ouais. Wow! Puis, tu sais, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Tout le monde là. est gagnant, C'est cool. puis les frais de consultation ne sont pas 20 000 $ par mois non plus. Là. Mhm. Tu sais, fait que tout le monde était gagnant dans ce contexte-là. La matière était revalorisée, l'entreprise générait plus de revenus, puis il y a eu une transition environnementale qui s'est faite, puis il y avait un impact positif. qui est exact, ouais. Exactement. Tu disais que tes frais ils sont pas 20 000, mais est-ce que justement, eux autres, après avoir dit « Wow, OK, ce premier coup coup de circuit, comme on dit, est-ce qu'ils veulent justement se dire « OK, je veux te garder dans l'équipe, je veux voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de plus. » Absolument, Ah ouais, okay. absolument. Puis c'est l'objectif aussi. Des fois, tu arrives, tu dis... Parce qu'ils sont sceptiques, hein, au départ. Ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le fait? On veut le faire, mais tu sais, on veut pas non plus changer toutes nos opérations. Puis ça, c'est un autre gros dilemme c'est qu'on a. C'est de la résistance au changement, Exactement. 1000%. Tu sais, ils veulent pas, ils sont comme, je suis prête à faire des changements, mais pas si ça change toutes mes opérations ou ma logistique. Fait que tu sais, ça, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu t'ajustes. Comme quoi, justement, qui te dit, est-ce que tu as justement... c'est quoi ta marque de commerce pour dire, OK, ça sera pas un changement total, mais on va t'accompagner? Ben, en fait, c'est tellement du cas par cas, parce que dans certains contextes, je vais prendre un exemple précis. Là, OK? Certains, peut-être, le savent pas parce que c'est un peu plus physique, là, mais des machines à ballots. Il y en a qui n'ont pas du tout de machine à ballots. Une machine à ballots, c'est pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Exactement. C'est, on va condenser la matière en une pour faire un bloc. C'est ce qui se retrouve justement chez les recycleurs. Mais c'est beaucoup plus avantageux pour certaines entreprises de mettre en place cette installation-là, qui peut coûter à peu près 70 000 $ par installation. Mais après ça, tous les recycleurs vont venir justement avec leur semi-remorque. Ils vont prendre toutes ces matières-là, puis après ça, ils vont les amener directement dans leur usine. Mais ça, c'est un investissement en soi. Ça change ta logistique parce que l'employé dans l'usine, exemple, a l'habitude... C'est une nouvelle tâche à faire. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle tâche. Mais tu sais, c'est une nouvelle tâche parce qu'on vient de te dire de faire ça. Mais on t'a enlevé une tâche aussi. Fait que, tu sais, c'est de l'expliquer, de dire non, on t'a pas changé toutes tes actions. Là. On n'a pas tout changé, on a juste modifié. Par contre, l'impact de ce changement-là, lui, il est réel puis très positif. Va jeter la poubelle, ça, mets ça dans le truc, puis c'est plus facile. Oui, mais en même temps, ton impact de ton déchet que tu as mis là-dedans, exactement. Il s'en va pas au même endroit. Puis ça va libérer, dans certaines situations, des subventions ou des financements parce que l'entreprise va avoir mis en place ces initiatives-là. Fait que tu sais, c'est comme ça, quand ta question, c'était, c'est quoi ton argument, tu sais, pour faire changer ça? C'est, premièrement, ça va être du cas par cas. On va s'ajuster petit à petit. On va faire le changement sans que ce soit un changement drastique. Puis en plus, on met un ananas au bout. Tu sais, on fait, si tu fais ça, ça va coûter tant, mais tu vas avoir accès à une certification précise, tu vas avoir une réduction de temps ou un retour sur 12 mois de ça. Ou telle entreprise va être prête à payer ton rejet pour temps-ci, tu exactement. vas récupérer, tu vas amortir ton exactement, ton plastique qui était récupéré dans ton compacteur X matière était donné à tel montant par mois, mais là, ça va être 3 fois le montant. Puis en plus, niveau logistique, tu ne seras jamais pogné avec. C'est quoi la matière la plus... qui a le plus de valeur que tu te dis ça, là, si vous installez un compacteur, comme tu disais, à 70 000, telle matière est plus intéressante, tu repayes ça plus rapidement? Moi, je te dirais le plastique. Ah ouais? OK. Ouais, c'est vraiment le plastique là, que... c'est... Les prix ont vraiment changé là, dans les dernières années. Okay. Le plastique en soi avait vraiment une ristourne beaucoup plus avantageuse, là, même 5 ans. Là. Il y a vraiment beaucoup de changements. Nous, ici, au Canada, on est des grands consommateurs de plastique coloré.
OK. Ce qui contamine beaucoup certains des ballots, parce qu'on peut pas nécessairement... Nous, on veut, exemple, dans une bouteille d'eau, on aime qu'elle soit transparente, mais on consomme des produits, exemple, des détergents, lessive ou... Oui, les plastiques blancs, opaques, mais ils peuvent pas se mélanger à cause qu'on... Exact. Je comprends ce que tu dis. Fait que dans le fond, quand les recycleurs les reçoivent, ben il y a à peu près l'arc-en-ciel de couleurs, puis quand on les remet en pastilles pour pouvoir les refaire fondre, ben c'est coloré. Là. Ouais. Ça, ici au Canada, on a une couleur comme gris-vert, là, forêt. OK. Puis ça, c'est la raison, je l'ai su récemment. C'est parce qu'on est des grands consommateurs du détergent Gain. Non! Ouais. Oh, ouais! C'est comme un vert fluo, là. Ouais. Fait que ça contamine tout le reste. Puis aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est comme gris plus foncé parce que eux sont des utilisateurs de Tide. C'est ça que j'allais dire, Tide. Du OK. rouge. Ouais. OK. Mais, fait qu'on aime beaucoup la matière comme la bouteille d'eau transparente, mais à savoir que la majorité du temps, cette matière transparente-là, elle est vierge. Tu sais, elle a été vraiment faite à base d'un plastique qui n'a jamais été recyclé. Parce que sinon, il y a une certaine teinte dedans. OK, fait que dans le fond, c'est un peu comme les chandails blancs. Là. Il faut qu'ils soient pas entachés. Exact. Il faut seulement que le coton il soit même pas Fait que dans mélangé, un monde idéal, ben, on aurait tous des barils blancs, genre. Blancs ou transparents, puis on pourrait tous les recycler à l'infini, puis on serait tous contents. Mais malheureusement, on n'est pas comme ça, puis on est dans un ère de consommation où on aime avoir des visuels très éblouissants. Ouais. C'est quoi ton opinion sur justement le marketing puis tout ça? Mettons, dans ton meilleur des mondes, là, le marketing, il ferait... Dans un meilleur des mondes, on prendrait tout du vrac, là. Oui! Mais ça, c'est un écolo qui parle, là. Mais non, justement, tu sais, il y a des entreprises là, locales, là, t'as The Incentive Company, t'as Attitude, des entreprises comme ça qui prônent peut-être un peu plus l'épuré, je dirais. Ouais. Tu sais, qui est moins visuellement éclatant puis stimulant. Ouais, puis tu sais, justement, le stimulant, c'est ça qui vient vraiment chercher l'œil du consommateur, puis qui va aller... Tu sais, on le sait tous, là, on parlait de greenwashing tantôt, là, mais c'est pas juste par rapport à tes initiatives environnementales qu'il y a du greenwashing. C'est dans les packaging, c'est dans tout ce qu'on consomme, c'est dans... Tu sais, je l'ai vu récemment, là, c'est un papier de toilette qui se prônait très, très, très environnemental. Puis quand tu regardes vraiment l'étiquette, tu te rends compte que c'est justement l'emballage qui est fait de plastique recyclé, mais qu'il n'y a aucunement un changement au niveau du produit, tu sais. Moi, je fais tout le temps la comparaison avec le marketing qui veut que ça soit très vert. C'est un peu comme les Cheese Whiz, là, qui disent fait avec de vrais fromages. Il y a des fromages, ça n'a pas besoin d'écrire vrai fromage. Puis tu le sais que c'est un vrai fromage. Mais la seconde que c'est écrit, on dirait que maintenant, je suis comme non, c'est sûr que j'y crois plus. Non, c'est ça. C'est, en tant que, tu sais, on devrait se réveiller. Là, on met beaucoup le blâme dans les dernières années sur justement les compagnies de marketing qui nous font avaler plein de choses, puis qui nous font... Tu sais, comme, ils poussent l'accent sur le fait que c'est nous qui prenons la décision. Mais justement, si on se concentre là-dessus, puis qu'on se rend compte que c'est nous qui prenons la décision, ben, il faudrait peut-être changer le modèle de... Ouais, mais c'est ça, c'est un peu comme le boycott, entre guillemets, de certaines marques ou certaines choses, là, tu sais, je veux dire, c'est chacun leur impact. Puis ça, c'est pas juste au niveau de la promotion, mais au niveau, encore là, de ses impacts environnementaux, tu sais, on est là à dire que du chêne, puis du tému, puis ça, c'est pas bon, tout le monde le sait que c'est pas bon, pour diverses raisons, au niveau social, environnemental, mais on change rien de nos habitudes. Je disais à mon frère, justement, là, que ce qui est la monnaie d'échange ou la réelle devise, moi je trouve qu'il est la plus forte, c'est la facilité. Je veux dire, c'est pas pour rien que le pétrole il est si ancré dans nos habitudes, c'est parce qu'il rend ça facile. Je veux dire, c'est facile de consommer, c'est facile de témougner, justement, chêne, prendre sa voiture pour aller à tel endroit parce que tu as une liberté. Je veux dire, c'est ça qui est le plus difficile à faire changer, justement. Là. Faut que les gens réalisent qu'on peut avoir une liberté sans se plier à toutes la société. Là. Oui. Puis, parce que c'est ces entreprises-là qui, comme on dit, weaponize, là, qui, justement, cette facilité-là, c'est pour ça que c'est si payant. Là. C'est quoi les projets les plus ambitieux que tu as réussi à faire ou qui vont venir, qui s'en viennent? C'est sûr que si on y va plus dans la vision de solution ECS, il y a l'intégration puis la création d'une plateforme qui s'appelle ECS Connect, qui est le répertoire que j'ai dit qu'on avait, mais en version plus accessible. Parce que le but de lancer solution ECS, c'était pas
de s'enrichir là-dessus. C'était justement la contrainte en environnement, c'était ça, les manques de budget, les manques, tu sais, d'implication. Puis le but, c'était pas de s'enrichir, mais de rendre accessibles des outils. Puis quand on parle du S dans SCS, c'était vraiment la synergie. J'ai eu la chance, à travers moi, mes anciens emplois, de voyager beaucoup puis de voir beaucoup de technologies environnementales qui n'ont pas pu durer longtemps. T'sais, ils ont été là, il y avait un impact concret, mais ça a été éphémère. C'était pas viable. Non, parce qu'on les a pas encouragés. On Ok. les a pas mis de l'avant. On n'a pas amené de la business à ces technologies-là, qui, eux aussi, n'étaient pas là pour un but lucratif, mais plutôt pour créer un changement. Puis moi, c'est là que j'ai voulu faire non. Je veux rendre accessible la transition environnementale en entreprise, puis je veux aussi rendre accessible toutes ces solutions qui sont possibles là, parce qu'à ce jour, à travers notre seule planète qu'on a, on a toutes les solutions environnementales qu'il nous faut. Il faut juste les faire. Non, on les a déjà. Ils sont juste... faut juste qu'on se les partage mutuellement. Il y en a qui ont des technologies aux États-Unis, des fois ça peut être en Angleterre, des fois ça peut être au Royaume-Uni, ça peut être, il y en a vraiment partout, mais il faut juste qu'on se les communique puis qu'on se les partage. Sauf qu'on vit dans un ère qui est très égoïste, puis on veut pas nécessairement les partager. Ouais. Mais pour un contexte de solutions SCS, puis ici au Québec, c'était je ne voulais plus voir de solutions québécoises faites par des entrepreneurs d'ici qui n'aboutissent pas ou qui peuvent pas continuer leurs opérations après 1 an ou 2 sous prétexte qu'on les avait pas supportés, autant financièrement qu'avec des supports soit financiers ou sociétal. Donc, ECS Connect est rentré, puis là, on est en train de le concevoir, puis c'est vraiment de rendre ce répertoire-là accessible à toutes les entreprises. Puis Tu peux juste expliquer c'est quoi le répertoire pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Oui, en fait, le répertoire, c'est vraiment, en fait, toute technologie, solution environnementale nécessaire. Tu sais, tantôt, on parlait d'avoir un recycleur pour un type de plastique. Mais exemple, le client est, je sais pas moi, en Gaspésie. Mais là, il pourrait prendre l'application, il pourrait scanner sa matière, puis avoir les recycleurs les plus proches de chez eux, sans nécessairement avoir payé pour avoir un consultant ou avoir payé pour avoir une solution connexe. Ouais. Attends, j'ai entendu scanner la matière. Il y a un scan AI qui reconnaît la composition de l'image, dans le fond. Exactement. Fait que moi, je travaille avec des entreprises, il y a SnapCycle aussi, qui justement, c'est ça, là, ils prennent en photo une matière, puis eux, ils vont, exemple, devant le client, il va avoir un îlot de tri, déchets, recyclage, compost, puis ça va justement dire dans quelle matière le mettre. Mais dans la solution de CS Connect, ça va être vraiment d'intégrer ce processus-là, mais pour des entreprises à plus grand volume. Fait qu'on va scanner, on va avoir un plastique spécifique. Des fois, on peut le tourner, tu sais, exemple, pour voir quel type de polypyrène c'est, des choses comme ça. Fait qu'il va pouvoir rediriger vers le recycleur le mieux adapté à ses besoins à lui. Des fois, ça peut être à plus petite échelle aussi. Là. Des fois, ça peut être des salons de coiffeurs là, qui ont comme des foils d'aluminium. Les faux cheveux, oui, exactement. Exactement. Fait que là, ça va être de trouver une solution à travers son périmètre à lui, tu sais. Mais cette solution-là, c'est aussi pour faire vivre toutes ces petites solutions-là qui sont à travers le Québec. C'est, comme tu dis, c'est pas juste de l'économie circulaire dans ces actions-là, c'est créer cette économie circulaire. C'est créer un écosystème d'économie circulaire. Wow! Ouais, c'est incroyable, ça! Merci. Y a-t-il des endroits au Québec qui n'ont pas de recyclage qui auraient avantage à en avoir? Tu dis en Gaspésie, il n'y en a pas finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça va être de développer du volume. Fait que la solution que Solution ECS donnerait à un client comme ça, c'est assure-toi de libérer un espace dans ton entrepôt ou dehors, si ça peut être laissé dehors, puis de créer un volume, puis après ça, il va y avoir un transporteur qui va venir le chercher. Ça peut devenir justement intéressant de le faire comme tu dis, de l'accumuler, puis après quelqu'un vient le chercher. Oui, exactement, parce que, tu sais, justement, s'il n'y en a pas à proximité, c'est même pas plus... C'est moins environnemental de le faire déplacer, exemple, de la Rive-Sud là, jusqu'en Gaspésie pour aller chercher, je sais pas moi, 2 palettes, là. Mais tu sais, là, on parle un jargon un peu plus environnemental, mais non, il faut toujours s'assurer que la solution soit environnementale en soi, là, mais ça, c'est encore, on parlait tantôt de changement, puis il y en a beaucoup qui sont réticents au changement dans ce contexte-là. Fait que... Est-ce que tu travailles aussi avec pas juste les recycleurs, mais
j'ai landfill dans ma tête, là, mais Les justement, centres d'enfouissement. les centres d'enfouissement, Ouais, mais ouais. des villes, est-ce que tu travailles avec eux aussi? Ouais, au niveau des villes, ça va être plus au niveau de la sensibilisation parce que les villes passent en appel d'offres pour la majorité de leur mandat. OK. Fait que pour la sensibilisation, ça, j'en fais, je peux le faire. Justement, c'était dans le deuxième, tu parlais de projet, là, en tant qu'entreprise, oui, j'ai Solutions ACS, mais au niveau de mon volet plus personnel, il y a beaucoup de sensibilisation qui est fait, qui vient supporter les opérations de Solutions ACS aussi. Fait que la sensibilisation, c'est ça, en fait, là, c'est de s'assurer autant au niveau des entreprises, qu'on appelle ici, puis au niveau du public aussi, de dire comment bien disposer de ta matière. On a eu un élargissement récemment, puis la modernisation de la collecte sélective, fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on peut mettre dans le recyclage aujourd'hui, c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Fait que si tu tiens dans tes mains un item, puis que tu te demandes quoi faire avec, si c'est un contenant, un emballage ou un imprimé, tu le mets au recyclage. Mais au niveau de l'entreprise, c'est un peu différent. OK. C'est des collecteurs qui viennent, mais tu sais, la base reste la même quand c'est au niveau d'une collecte standard. Mais quand on parle de rejet un peu plus particulier, là, des fois, ça peut être un plastique plus condensé, des choses comme ça, ben là, ça rentre pas là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est-tu un mythe? Souvent, les gens ils disent tout le temps de toute façon, on le sait, au Québec, les 3 bacs sont tous mélangés puis ils vont tous au même endroit. Est-ce que c'est vrai, ça? C'était le cas il y a plusieurs années, pendant qu'on a eu un clash sur le recyclage en Chine. En fait, c'était vraiment la problématique. Puis c'est ce qui m'a fait sortir de la gestion des matières résiduelles pendant au moins 2 ans. Là. En fait, moi, je me devais de vendre des collectes de recyclage en sachant très bien que ce contenu-là allait à l'enfouissement. Parce qu'à ce moment-là, ici au Québec, on n'avait jamais investi dans nos infrastructures de recyclage parce qu'on dépendait tellement de la Chine pour récupérer tout notre recyclage. Fait qu'on avait aucune solution. Puis c'est pour ça que pendant un certain temps, justement, ça a été un peu le chaos, puis que Éco-entreprise Québec a repris le mandat du recyclage aussi au Québec. Puis là, aujourd'hui, on a une collecte qui est plus standardisée, qui est plus surveillée. Est-ce que tout est recyclé? Non, mais on cherche à créer encore là des volumes pour pouvoir amener à avoir plus de piliers puis de poids quand on demande à des recycleurs hors province ou hors territoire de récupérer certaines matières. C'est en faisant ce travail-là que justement cette économie-là puis exact. C'est en coupant, comme tu dis, l'herbe sur le pied, de plus l'envoyer en Chine que là, puis ça a pris chez vous maintenant. Là. Exact, puis ça a pris de court beaucoup de gens, là. Ici, on était affectés, évidemment, l'Ontario a été affecté, les États-Unis ont été affectés. Ils ont vraiment, du jour au lendemain, ils ont coupé les ponts. Exactement. Parce que c'était vraiment un gros problème pour leur territoire. C'est comme si demain, la ville dit OK, mais vos déchets qu'on ramasse d'habitude, on vient plus les chercher à chaque 2 semaines, on vient plus les chercher tout court. Là, tu fais quoi avec? C'est une vraiment belle vision de dire ça parce qu'on n'aurait pas le choix. Mais c'est sûr que, tu sais, on l'a vu, je pense que c'est cet été, là, justement, je suis pas sûre que c'est à Paris, là, mais c'était en France, là, que justement, ils ont eu une grosse problématique de gestion de matière, là. Ils ont eu une grève, en fait, là. Puis la ville au complet s'est ramassée. Il y avait des déchets partout, là. Fait que, tu sais, moi, en tant qu'écolo, je me dirais, tu sais, je ne consomme déjà pas beaucoup, tu sais. Fait que pour moi, ça causerait pas de problème. Mais pour la majorité des gens... Puis ce qui est triste de voir ça, c'est que tu dis justement que ça s'est accumulé dans les rues. Exact. À place de se dire « Oh my God, j'ai plus accès à ça, je devrais consommer moins ». Ouais, non, on est fâché contre les gens qui le ramassent pas, un peu comme la grève de la STM. Là, genre, exact. On n'est pas fâché contre pourquoi ils font ça, on est fâché parce qu'ils le font plus. C'est parce qu'ils le font plus, c'est ça, exact. Puis le plus triste là-dedans, c'est de savoir que, justement, exemple, c'est possible de pas consommer, là. Puis, tu sais, qu'on est là à se dire... Ah ben non, on critique qu'on n'a pas la collecte, puis tout, au lieu de se concentrer sur le fait de « OK, mais comment je devrais moins consommer? » Parce qu'un foyer régulier, là, il va tout le temps en générer un peu de matière, mais on peut être autosuffisant. Là. Oui. Il existe une solution pour être autosuffisant. Il suffit de s'y intéresser puis de moins consommer à usage unique. Là, Ah oui, c'est fou, tout ce qu'il y a en paquet. À chaque fois, j'achète tout le temps le classique des nouilles instantanées, là, mais my God, que ça brise le cœur. À chaque fois, j'en achète tellement moins souvent depuis que je comprends justement tout ça. L'impact, c'est fou. C'est fou comment tout est... parce que le but, c'est de garder la fraîcheur. Mais voyons, des fois, il y a des... Moi, c'est des choses qui n'ont pas besoin de fraîcheur, qui sont emballées. Genre des nouilles instantanées. Ils ont besoin de fraîcheur un peu. Là, oui, mais mettons, genre, je te dis des ciseaux.
Ah oui, Pourquoi je ton comprends. ciseau a besoin d'un... Tu sais, surtout, là, en plus, le pire emballage, là, qui a besoin de 14 ciseaux pour ouvrir ce Ah oui, le paquet-là. fameux emballage que ça te prend des ciseaux pour ouvrir Ouvrir l'emballage un de ciseau, ciseaux, mais là. c'est Ouais. n'est pas... Mais t'as pas... Il y avait un gars qui disait ça. Mais mes ciseaux, ils n'ont pas besoin de garder de fraîcheur. Ouais, Non, c'est pourquoi ça. tu tight seal ça, genre? C'est vrai, absolument. Mais pourtant, on est rendu tellement habitué à ça, on est comme... On le dénonce pas, l'acte. Tu Ouais, sais, ben, on est là, on exactement. réalise. On puis- devrait être fâché de ça. Mm, Tu sais, c'est ma dernière invitée qui disait les déchets, ça rend fâché. ouais. Mais c'est vrai, mais c'est pas tout le monde, ça. C'est pas tout le Non, monde. puis, mais tu sais, j'ai fait une publication récemment là-dessus. C'était un magasin au Promenade Saint-Bruno, là, puis my God, là, c'est de la surconsommation famille. On avait des papiers, non, c'était des lingettes, comme style bébé, mais qui étaient emballés individuellement dans un paquet de 10, qui est, lui, individuel, dans un paquet qui emballait les 10 paquets de 10. Là, Oh j'étais my comme, oh God. non, on a un problème. Mais on Ça, est là, c'est, puis il y en emballage avait Inception, là. une quarantaine sur le... Tu sais, puis je me dis, ça, c'est un magasin. Puis là, les gens achètent ça, là. Mais tu sais, ils sont comme... Eux, puis au-delà de ça, il y a la boîte qui comprend tout ça. Ouais, ouais. Il y a le shrink wrap qui l'avait. Il y a la palette. Il y a tout, là. Puis la majorité du temps, tout ça, ça s'en va. Si on est chanceux, ça finit chez un bon recycleur. Sinon, ça va être mouillé dehors Mais dans c'est, le conteneur. en plus, puis- c'est dans les déchets, justement, qui sont comme... qui justement prend toute la matière, puis là, dès qu'il est contaminé, on peut pas... Exact. C'est fou, c'est fou, c'est fou. La contamination dans le contexte de recyclage que Solutions SES est, c'est un gros enjeu, là. De contaminer certaines matières, là. Tu sais, exemple, au niveau municipal, le compost, tu sais, pour certains, là, encore là, j'en parle souvent, là, mais le sac de compost qu'on Ouais. met dans notre bac. Oui, j'ai à vu la ta maison. publication récemment, ouais. Exact. Ça, c'est un gros problème, là, parce que c'est un sac qui est fait pour se décomposer en 180 jours, puis on fait la promotion de ça, on est là, puis à dire « Ah, ça se décompose, c'est un sac, tu sais, biodégradable. Mhm. Mais dans les centres de traitement comme ici à Montréal, ça prend 90 jours avant que ça devienne une matière. Tu sais, fait qu'aussitôt que ton sac arrive au centre de traitement, il est pris puis pitché à l'enfouissement. Fait que ce que tu as fait comme impact à mettre ton compost dans un sac pendant une semaine complète, ben ça a servi strictement à rien. Puis en plus, tu as payé combien ton sac de sac? Là? En plus. T'sais. Mais au moins, comme tu disais dans ta vidéo, que ça fait changer ça fait faire des changements d'habitude puis de pratique. Absolument. Ça, c'est le plus important. C'est le pourquoi la ville continue d'accepter ces sacs-là. Parce qu'on veut la mobilisation. On veut que les gens soient propices à vouloir continuer de faire ces actions-là. Puis c'est une bonne chose en soi. Là. C'est juste que ça serait important de sensibiliser encore plus les gens à dire continuez comme ça, mais vous pourriez faire un petit peu mieux aussi. Mhm. Ben justement, en parlant de contamination, des trucs, y a-t-il des obstacles un peu plus sous-estimés qu'on connaît pas? C'est quoi? C'est à recycler puis à faire des meilleures pratiques plus vertes. Exemple dans ton quotidien? Ouais, dans ton quotidien. Ouais. Ben, il y a plein de choses, là, tu sais. Si on parle de contamination, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas beaucoup de choses qu'ils font, là, tu sais. Je vais prendre l'exemple du verre. On met notre verre, la bouteille de vin, la bouteille de brisée, ouais, tu sais, dans le bac de poubelle. recyclage. Ah ouais, OK. Oui, parce que ça va, techniquement, c'est du verre, fait que ça va au recyclage quand même. C'est un contenant. Mais malheureusement, tu sais, entre le fait que ça, chez toi, il est en parfaite condition, tu as tellement de chances qu'il se brise avant d'arriver au centre, justement, de tri, là. Fait que si c'est pas brisé chez toi, quand tu l'as mis dans ton bac, ben il va peut-être se briser quand il va aller dans le camion de collecte. Si, par chance, si c'est pas brisé dans le camion de collecte, il va probablement se briser au centre de tri. Puis on peut pas nécessairement revaloriser des morceaux de verre qui sont éparpillés un peu partout. Le pourquoi que les villes installent des conteneurs 40 verges avec des trappes spécifiques pour le verre clair puis le verre de couleur, parce qu'on a besoin, justement, là, il y a des recycleurs précis qui vont venir ramasser ce verre-là, puis qui vont être capables de le refaire fondre, puis de leur mettre en circulation. Mais tu sais, si tu veux vraiment bien faire, puis pas contaminer ton bac de recyclage, ben, tu amènes tes bouteilles, puis ton verre directement dans des points de dépôt spécifiques, là, puis il commence à en avoir vraiment partout à travers la province, là. Sinon, au niveau du contaminant, ben, c'est de pas mettre ton fameux gazon, puis tes feuilles, là, dans ton compost, là. C'est des matières qui sont pas faites pour dans le procédé de compostage municipal.
sont pas faites pour être ramassées puis compostées. Ok. Ouais. C'est vraiment des... Monsieur, madame, tout le monde, c'est pas ça, c'est sûr. Hein. Non, mais tu vois, aux dernières nouvelles, là, on avait comme 30 ou 40% du compost à Montréal qui avait été scrappé parce que les gens mettaient son gazon puis ses feuilles dedans. Ah, puis Ouais. pourquoi vraiment... c'est quoi Ben, en c'est quoi fait, la différence entre les scraps de bouffe puis ça vraiment dans le procédé? il y a un procédé spécifique au niveau de la décomposition, ça se fait pas pareil. À savoir que ben, dans les municipalités standards, la méthode pour faire du compost, c'est vraiment l'épandage à grande échelle. Puis on va laisser sécher, puis on va laisser les températures extérieures traiter la matière, puis on va la brasser. Au niveau de Montréal, ça va être plus des technologies pour avoir un débit rapide. OK. Fait que ça va être, on va simuler les températures extérieures, puis on va simuler la décomposition à travers des machines. Mais tout ça, c'est des procédés pour des matières organiques. Fait que, tu sais, ton déchet, puis on le vit tout, là, tu sais, ton déchet alimentaire de cuisine, si tu le laisses une semaine sur ton comptoir, il fait pas la même chose que quand tu laisses un tas de feuilles sur ton comptoir pendant une semaine. 100%. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, dans cette mentalité-là, on le voit tout de suite que la matière finale peut pas être la même, tu sais. Ouais, fait que- Biologiquement, je veux dire, c'est pas la même matière à Exact. composter. Là. Exact, je comprends. C'est quoi, justement, l'innovation la plus durable que tu as vue dans tes voyages? Ah, j'en vois beaucoup, puis j'aime en encourager plein. Justement, j'ai SnapCycle qui peut analyser la matière. J'aime beaucoup en parler de Brick-Rossic, qui Ok. est une entreprise... Oui, ça aussi, je l'ai vu, ton post. Ben, en fait, c'est ça. Il récupère les briques à même une machine. Fait qu'une fois sur le chantier... Ben, attends, on va revenir, là. Quand on rentre sur un chantier de construction, si c'est un chantier de démolition, il va y avoir des conteneurs 40 verges qui vont être là. On va démonter les murs complets. Puis dans les méthodes habituelles de ce qu'on est habitué dans les dernières années, c'était ça. C'était on démonte, on met toute la brique dans des conteneurs, puis on les envoie à l'enfouissement. Ça finissait comme ça. Pourtant, la brique est encore super bonne. On le sait, on a des maisons qui ont des centaines d'années aujourd'hui, qui sont encore super bonnes. Mais là, l'objectif, c'était vraiment ça, c'était de trouver une solution pour réduire, parce que la création de nouvelles briques, c'est coûteux au niveau de l'environnement aussi. C'est coûteux au niveau du prix pour les municipalités. Les villes, ça coûte cher. Fait que Tommy a créé Brick-Rossic, qui est vraiment une machine que tu défais, la brique à même le chantier. Tu peux la mettre dans la machine, ça va vraiment comme couper le mortier alentour de la brique. Puis tu peux soit le remettre sur une palette pour être envoyé pour un autre projet, ou tu peux même le réintégrer au même projet sur lequel tu es. Oui, parce que ça ferait du sens parce qu'ils ont la même couleur, la même teinte et tout. Exact. Ouais. Puis là, Tommy, Brick-Rossic a rendu cette technologie-là possible. Ben, il l'a rendu accessible. C'est au Québec, oui. Okay. Il l'a rendu possible, puis accessible à des particuliers. Fait que des municipalités peuvent parfois l'avoir, la technologie, puis la prêter à ses citoyens. Ouais. C'est comme... OK. C'est comme une grosse machine. Comment je pourrais dire ça? Je pourrais dire que c'est comme un four, un micro-ondes. Ah, OK. Tu ouvres la porte, puis tu mets la brique, puis là, tu pèses sur un bouton, puis elle va aller dans un circuit, puis elle va se faire comme tout... Process, puis elle va sortir en super bon état. Wow! Ouais, puis là, c'est rendu quand même loin, là, justement en France, à Paris, puis tout, là, c'est très populaire, puis ils prennent beaucoup la technologie, fait que ça prend de la place, tu sais. Une technologie environnementale d'ici fait rayonner le Québec de manière positive. Là. C'est vraiment incroyable, ça. Oui, il y en a plein d'autres technologies comme ça. Et quand je dis que CS Connect, c'est important, c'est ça, c'est de les mettre en lumière. Y a-t-il des politiques publiques actuelles que tu vois que ça a vraiment un impact écologique, que tu dis ça, c'est vraiment cool que ça existe? Ben oui. Moi, je suis vraiment moins impliquée au niveau de la politique. Là. OK. Ça m'intéresse comme moi. Mais j'ai un de mes confrères, là, Grégory Pratt, qui a son podcast aussi, Ça va mieux qu'on pense. Puis il a fait venir la tournée des maires. Niveau politique, c'est pas mal là que je me situe. Là. Okay. Mais il y avait beaucoup d'implications par rapport à ces villes-là, de dire ben, on a ces changements-là. Si je prends exemple la ville de Belleuil, on avait l'idée de concevoir un éco-quartier, mais qui était autosuffisant. Les toilettes, c'était justement avec l'eau de pluie, des choses comme ça, les toits verts puis tout. Mais ouais, il y a plein de belles innovations.
Puis il faudrait juste que je dig into it, là, mais politiquement parlant, non, j'ai pas... Mais si on parle de l'aspect plus politique, environnemental, on a vraiment beaucoup de clash en ce moment, là. Il n'y a pas vraiment de support qui est fait par rapport, exemple, aux entreprises. Il n'y a pas beaucoup de subventions, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, t'as des certifications qui peuvent être octroyées par rapport au gouvernement, mais on ne va pas financer ou aider cette transition-là, ce que je déplore beaucoup aujourd'hui. Y a-tu un secteur ou une pratique ou une économie que tout le monde dit « Ah, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment nice », mais finalement ça fait plus de mal que de bien? Comme, mettons, dans un contexte... D'entreprise, je dirais, ou une pratique que justement un type de secteur que tu dis hey, tout le monde ça, on aime vraiment ça, mais finalement ça fait plus de mal que de bien en fait. Ben, je te dirais que de juste prôner certaines habitudes d'employés, là, des fois on va comme trop vouloir avoir des initiatives environnementales, puis on va trop vouloir essayer de bien faire, puis finalement ça va nuire à l'environnement, là. Tu sais, comme là, en ce moment, ce que je pense à première vue, c'est la consommation du numérique. Solutions ACS a un programme de compensation du numérique, surtout lié à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu veux dire par compensation? Ce qui veut dire que la compensation énergétique est en eau que ça prend, en fait, pour faire ta recherche. Tu sais, certaines entreprises vont être là à dire, OK, ben regarde, nous, on met ce plan de développement durable-là. On a peu de ressources internes, on a peu d'employés, on consomme peu. Mais tu sais, dans le fond, ça, dans un contexte d'économie circulaire, ça serait bien sur papier, mais quand ça prend, je sais pas moi, une équipe de marketing qui fait 12 publications par semaine générées par l'IA, puis que là, à l'interne, tu as fait rentrer 4 îlots de tri, que tu as tout fait des changements, que tu as tout changé tes horaires puis tout, puis que là, tout le monde est affecté, ben ton impact est vraiment pire qu'elle l'était, là. Dans le sens que, ta consommation... Tu transitionnes vers un autre truc, finalement. Exact. Ben, t'as créé un non-problème en problème. C'est pas idéal, là. Puis dans la compensation numérique, il y a beaucoup de gens qui réalisent pas leur impact environnemental associé à ça en ce moment. C'est vraiment un fléau. Puis tu sais, j'ai la chance de faire beaucoup de formations là-dessus, puis c'est important de la faire parce que la consommation, juste de générer une image avec l'IA est considérable. Puis si tu considères que, je sais pas moi, il y a 12 de tes employés qui quotidiennement utilisent l'IA, soit pour générer de l'image ou du contenu ou rédiger des courriels, c'est pas sans conséquence, tu sais. Fait que Solutions ACS rentre, puis va s'assurer de mettre en place un calculateur, puis il va compenser. Quand on parle de compenser, c'est de planter des arbres pour compenser ton impact carbone. Tu peux aussi avoir des crédits, /crédit carbone, qui va être justement de financer des entreprises ou des fondations comme la fondation OneDrop, qui rend l'eau accessible dans des pays défavorisés. Fait que tu t'encourages, tu compenses ta consommation avec la compensation. Ça calcule quoi, puis comment, excuse? Dans ton intelligence artificielle, exemple, là, spécifique à ça, mais ça peut être ton impact carbone en général. Fait que mettons ton utilisation d'IA. Tu sais, mettons, nous, on le fait mensuellement. À la fin du mois, on calcule nos consommations de IA complet. Puis après ça, on demande combien on a consommé, puis combien qu'on a compensé. Fait que là, on va planter, je sais pas moi, exemple, nous, on est à petite échelle, là, mais ça peut être 3 arbres par mois, exemple. Ou on peut donner, exemple, 250 $ à une des fondations pour l'accès à l'eau, ou des choses comme ça. T'sais. Fait que des compensations environnementales. OK, fait que dans le fond, tu quantifies la façon dont on utilise l'IA. Ouais. Et pour en proposer des solutions que... Oui, parce que les gens ne veulent pas réduire, clairement, en ce moment, leur utilisation. OK. Surtout pas de l'IA. C'est l'inverse qui arrive. Ça s'en va... trilliards de dollars qui sont investis à chaque année. Exact. Fait que ça s'en va juste en s'empirant. Mais si au moins tu réalises que ça a un impact, maintenant, ben là, tu vas réaliser et tu vas vouloir compenser. Puis comment ça fonctionne? Mettons, moi, je veux me connecter puis je veux savoir mon impact puis je veux compenser. Comment je le fais? Comme je dis, c'est à plus petite échelle. Là. Techniquement, en ce moment, c'est vraiment par rapport à des clients actifs. Fait qu'on va vraiment comme sortir les données précises. On travaille avec une entreprise aussi pour la quantification
des appareils sur place aussi. Là. C'est pas avoir le scope 1, 2, 3, puis dans ta quantification, puis dans ton calcul, tu vas le faire. Mais nous, on va vraiment y aller comme pour les employés. Tu regardes les logiciels qui sont utilisés, des choses comme ça. Mais c'est très important pour les gens de réaliser que leur consommation actuelle d'intelligence artificielle ne peut pas rester sans conséquence. Puis... C'est correct de la consommer, mais il faut la compenser. Ah, OK. Puis c'est un logiciel que la personne installe ou... Ben, c'est pas un logiciel précis. Nous, on le fait individuellement. OK. Mais on aimerait beaucoup concevoir ce logiciel-là, sauf qu'au niveau de la protection des données, c'est très, très difficile. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est quand même touché, là, quand Puis même. il y a aussi beaucoup d'entreprises que c'est encore des modes de travail hybrides. Fait que, tu sais, c'est d'avoir accès à un serveur à distance d'un employé, d'aller justement dans son... Ouais, puis comment tu fais la distinction entre ce qui est rentré dans le ChatGPT pour les trucs personnels versus... Exactement. Puis, tu sais, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. Oui, il y en a d'autres, oui, Grok et tout, et compagnie. Là, ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est d'y aller individuellement. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, on se fie à l'honnêteté, là. Tu sais, il y a un employé qui peut dire non, moi je... Tu sais, il y en a beaucoup qui veulent même pas assumer qu'ils l'utilisent, là. Tu sais, encore aujourd'hui, c'est de dire non, moi, j'utilise pas ça, ChatGPT. Mes courriels que j'envoie à mon boss, c'est moi qui les ai écrits, là. Ah, c'est mitigé, hein, ça. Il y a des gens qui... C'est tabou. Il y a des entreprises que c'est l'inverse. Et si tu n'utilises pas l'IA, t'es en retard. Ouais. Puis il y en a qui se sentent mal de l'utiliser et tout, là. Okay, absolument. Puis moi, je le vois beaucoup, là. Il y a beaucoup de gens qui sont comme non, moi je l'utilise pas, puis je suis obligée de OK, viens, on va juste, c'est comme un peu comme un intervenant, là. Tu sais, qui va aller viens, j'ai d'autres choses à te parler pour l'environnement, puis là, je vais m'asseoir, puis je vais dire, tu sais, pour bien calculer, puis pour bien compenser, il faut que je sache la vérité, genre, est-ce que tu consommes vraiment l'intelligence artificielle, tu sais. Ça devient un peu comme une intervention spécifique, puis tu sais, il faut juste être assumé dans la vie en général, là, c'est correct, là. Comment tu vois ça, justement, là, ce comme shame, là, de... Tu sais, j'avais mon professeur qui me disait, à l'UQAM, dans mon certificat en développement énergétique durable, il me disait que lui était vraiment contre, justement, le shame les gens de leur consommation. Est-ce que tu es pour ou contre ça? Je veux dire, est-ce que c'est... moi, moi, je suis tellement comme... Ben, je suis tellement pas dans le jugement point dans la vie, là. Je suis tellement très ouverte, là. Puis non, moi, je me rappelle d'une fois, quand j'ai commencé à utiliser l'IA, ça m'est arrivé, il y a eu un contexte où quelqu'un est arrivé très négativement, puis il a jugé mon utilisation. Puis c'était quelqu'un d'une certaine âge, là, plus âgé, là, tu sais, il comprenait comme pas. Puis non, moi, le jugement, c'est point, le shame, c'est non. Mais il faut quand même respecter le fait que si la personne, elle est elle-même pas assumée, tu sais, we can't change the world. C'est comme, elle peut pas, là, mais non, je suis contre ça, là. Même si je suis très environnemental. Puis c'est encore même tabou, là, j'ai des collègues en environnement qui... Il y en a sur LinkedIn, c'est les publications sont toutes conçues à partir de l'IA, on t'arrête de perdre notre identité, oui, ça peut apporter beaucoup de choses négatives, mais ça en apporte beaucoup de positives aussi. Puis même si ça consomme beaucoup au niveau de l'environnement, puis ça a un gros impact, ben je suis pas contre l'idée non plus parce que, exemple, dans mon cas, ben ça m'aide dans la mission. Dans la mission d'apporter plus de positif puis de créer un impact positif. Pourquoi n'utilisez pas cet outil-là qui est dans de meilleures pratiques? Oui, exact. Mais il faut absolument le consommer de manière responsable. Là, on n'a comme pas conscience qu'il faut le consommer de manière plus responsable parce que c'est un outil. Oui, un peu comme toute chose. Là, je veux dire, utiliser sa voiture, ça rentre dans tout, le rendu là. Mais vu que c'est pas un sac de chips, vu que c'est pas, tu sais, name it, là, que ça a un impact direct sur notre quotidien, tu sais, si tu l'utilises beaucoup, ton auto, ben si elle est à gaz, ça va te coûter cher de gaz. Si elle est électrique, ben ça va te coûter l'électricité. Si tu manges trop de chips, ben c'est ça, tu sais, mais là, on le voit pas. Tu sais, puis il y en a avec le nouveau Sora. Je sais pas. Sora, je pense, avec la création de vidéos. Ah oui. Hey, je le vois là, sur les réseaux, là, mais je suis comme, guys, arrêtez. Mais ça c'est consomme. Là. Je veux dire, on est loin d'être un... On compare des pommes et des oranges. Là, mais ces gens-là, ils en créent comme combien par jour de vidéos. Puis tu sais, on est là à petite échelle à composter nos affaires puis tout. Quand il y a un de ces vidéos-là qui dure à peine 30 secondes, va faire l'équivalent d'un voyage, d'un transport en avion Montréal-Cuba. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis que toi, avec ton entreprise, comment tu t'attaques à ce problème-là?
Ben c'est ça va être vraiment la compensation. Moi, Ok. je veux pas te freiner sur l'utilisation, je vais te sensibiliser sur son utilisation. Je vais dire, est-ce que c'est nécessaire de faire une vidéo sur... Est-ce que c'est nécessaire de rédiger telle affaire? Est-ce que c'est nécessaire de lui poser 28 000 questions? Il y a le simple fait de dire merci à ton IA, qui est un détail aussi, là, qui peut sembler anodin. Il disait que c'était 10 000 tonnes de CO2 juste pour un merci, là. Ouais, pour les merci, c'est fou, hein? Ah non, c'est intense, là. Fait que, mais tu vois, moi, j'ai fait partie de ceux-là, j'étais comme, oh non. Puis j'ai même remis en question ça. J'ai fait, est-ce parce que je trouvais que de dire merci me gardait humaine à travers mon robot. Ouais. Mais là, depuis lui dire merci, c'était comme de perdre une partie de mon identité, puis je voulais pas faire ça, tu sais. Mais là, j'ai comme fait, je vais régler le problème, je vais lui dire tout de suite ma préoccupation, tu sais. Puis j'ai dit, moi, je te dirai plus merci. Puis là, ça a arrêté là. Tu sais, c'est comme notre conversion continue, puis tu sais, c'est juste de t'adapter, I guess, là. Ouais. Mais sinon, c'est de la compensation. Ouais. C'est vraiment ce que je fais, je le mets à la fin. Je dis, j'ai besoin que tu fasses ça, non, mais merci, t'es the best, à la fin. À la fin, ben, c'est ça. Je le mets dans le même prompt. Mais moi, c'est ça, c'est comme, OK, merci, s'il te plaît. Genre, le merci, là, s'il te plaît. Ça me fait tout le temps penser à comme les memes là, qui disent, il y avait un humoriste qui disait, moi, je traite mes électroniques comme des personnes maintenant. Je suis plus fâché que mon imprimante parce que mon imprimante, dans sa 3e, 30e génération, elle va se rappeler que je ne l'ai pas maltraitée. Ah oui, c'est ça. Là. Elle va se le rappeler, elle a une mémoire. Mais oui, là, c'est ça. C'est tellement pas comme ça comment ça marche. Mais je c'est un peu, mais je veux dire, c'est un peu comme dans cette optique-là de dire merci. Exactement. Là, mais tu sais, c'est ça, il y en a beaucoup que c'est ça, tu veux pas perdre ton identité, mais en même temps, ça a un impact. Fait que ton merci, oui, est important, mais comme fais juste le dire à ton IA, puis tout est correct. Là. Si tu disais tantôt que tu n'avais pas eu de mentor, mais est-ce que tu voudrais, toi, être une mentor pour quelqu'un un jour? Oui, absolument. J'y ai pensé, justement. Je trouve que j'ai quand même un bagage qui s'accumule aussi, là. Puis tu sais, étant donné que j'ai ma 2e entreprise, des choses comme ça, puis ça arrive quand même assez régulièrement dans des événements que les gens viennent me voir puis me posent des questions par rapport à, justement, le lancement de certaines entreprises qu'ils veulent mettre en place. Tu te sens déjà un peu comme ça, là. Oui, je me sens déjà un peu comme ça, puis ça me ferait tellement plaisir, tu sais, je suis quelqu'un qui est très empathique puis qui veut beaucoup redonner au suivant, là. Fait que non, j'aimerais ça. Puis justement, aujourd'hui, j'étais dans le lancement officiel de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce de mon secteur. Puis c'est ça, c'était comme de supporter puis d'accompagner les jeunes du territoire dans l'entrepreneuriat, puis dans s'assurer de répondre à des questions, puis d'être encadré, puis tout. Fait que oui, j'aimerais ça supporter puis aider, là. Puis de partager mes connaissances, I guess. Parce que tu as étudié là-dedans, justement, ou... Ben moi, en fait, j'ai un background un peu atypique par rapport à mon éducation, là. Mais je suis... après, dans le fond, après ma première entreprise, c'est là que j'ai décidé d'aller retourner à l'école, aux études, ouais. Puis je suis allée faire ma certification en économie circulaire. Je suis allée chercher un diplôme à l'université en sciences de l'environnement. C'est quoi la certification? En économie circulaire? Ouais. Ben, c'est vraiment toutes les ben, tu commences par les bases de l'économie circulaire, là, de te rendre compte de ce que c'est, la fameuse économie circulaire, parce que là, ça commence à être de plus en plus populaire, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu flou, là. Ouais, considérer que juste aller magasiner à la friperie, c'est l'économie circulaire. C'est l'économie circulaire, exactement. Mais c'est pas juste ça, là, ouais. Okay. Non, puis c'est... Étant donné que moi, je l'applique en entreprise, ben je voulais vraiment connaître les derrière, là, tu sais, puis connaître vraiment les fondements de ça. Puis ouais, t'as les bases, après ça, t'as vraiment comment l'appliquer au quotidien, comment t'assurer en entreprise que c'est mis en place, puis c'est d'aller voir les sphères plus générales, là, vraiment bien comprendre les notions de l'économie circulaire en général. Puis ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir mieux vulgariser l'économie circulaire en formation ou dans les événements, là. C'est quoi la chose que tu as appris que tu te dis ça valait vraiment la peine d'aller faire la certification? Ben, je te dirais qu'au début, tu sais, quand tu regardes des vidéos très rapides, genre style animé, là, sur l'économie circulaire, là, qui sont disponibles en ligne, là, ça dit que l'économie circulaire, la base, c'est de revenir comme les animaux, genre. En forêt. Mais c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça, tu sais, fait que... C'est souvent un argumentaire que beaucoup de gens qui sont contre, justement, les initiatives vertes, là, c'est tout le temps ça, hein, ça va rapidement, là. Ben là, c'est quoi, là? Ben, faut qu'on redevienne comme les hommes de Cro-Magnon, c'est comme ben, on donne. C'est tout le temps ça, ouais, c'est vrai. Peut-être pas, là.
Non, puis les gens, tu sais, nous, on est dans un mode de consommation linéaire actuellement, où est-ce qu'on produit, on consomme, puis on jette. Puis là, c'est vraiment de s'assurer de réduire, de réutiliser, de réparer quand on peut, puis de réintégrer dans la chaîne de valeur. Fait que, tu sais, normalement, ce que je dis là, ça vient avec un cercle. Je peux te le montrer à toi, mais... le classique, le petit cercle avec toutes les étapes, puis la petite sortie. Exactement. Mais tu sais, à partir du moment où est-ce que tu réalises que notre consommation, puis notre société actuelle, c'est une consommation linéaire, c'est là le problème. Tout de suite, tu catches qu'il y a un problème. Tu sais, quand tu le compares à l'aspect rond, qui est circulaire, tu te dis, il n'y a pas de raison, là, qu'on continue à encourager une société qui consomme de manière linéaire. Fait que si on est capable de tout réintégrer dans la chaîne de valeur tout le temps, ben on va réduire l'extraction de la matière première de beaucoup, puis on va s'assurer un avenir. Parce qu'en ce moment... On s'en va dans un mur. C'est ça. C'est comme ça commence à être... Tu sais, moi, je suis optimiste tout le temps dans la vie. Puis je le sais qu'avec mes gestes, on peut arriver à un changement, mais il faut que ce soit à un plus gros volume parce qu'on peut pas continuer dans un air de surconsommation comme qu'on a en ce moment. Là. Y a-t-il une matière que tu trouves que c'est le plus difficile à dessiner, justement, ce cercle d'économie circulaire? Oui, puis on en parle beaucoup en environnement, puis j'en ai parlé justement aujourd'hui dans une rencontre, c'est le tissu. On a beaucoup de problématiques avec le tissu. Il n'y a pas beaucoup de débouchés. Excepté, mettons... à process, Oui, mais là, il y a des technologies, justement, quand on parle de mettre en lumière... Tu sais, c'est eux, ils vont démonter le tissu complètement. Puis en refaire une fibre. Exact, puis il va comme le rembobiner, puis on va pouvoir le réutiliser, mais c'est coûteux comme installation, c'est coûteux comme technologie, mais en même temps... Puis tu sais, c'est pas tout, tu sais, les vêtements qui viennent, tu sais, du ultra fast fashion... peuvent pas embarquer dans ce procédé-là. Ah non? Parce que le tissu est tellement fragile et de mauvaise qualité que ça peut juste... C'est quasiment des tissus à usage unique, là. Puis tu sais, on le voit quand on lave une fois ou qu'on... C'est vrai. Tu sais, puis même les friperies, ils veulent même pas qu'on leur donne ces vêtements-là parce que pour eux, c'est un gros problème, là. Eux, les friperies, c'est les OBNL qui ont pas des gros budgets. Puis ces tissus-là, ils vont sûrement finir dans les conteneurs. Puis là, parce qu'à un moment donné, quand ça fait 4 ans que le T-shirt il est là... ben c'est ça, exact. Ben, souvent, on est même rendu à un point où est-ce que s'ils reçoivent un chandail Shein, ben ils vont tout de suite le mettre dans le déchet. T'sais, ils vont, c'est très... il y en a quelques-uns qui ont été peu utilisés qui vont le remettre, mais il y a eu un reportage là-dessus qui dit on va le mettre au déchet, là. Puis, tu sais, si de plus en plus il y en a, ben là, le conteneur se remplit de plus en plus. Fait que l'entreprise, qui est un OBNL, qui n'a pas beaucoup de sous, doit appeler pour faire augmenter sa collecte parce qu'il y a des dons. Fait qu'ils font juste le refuser. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça coûte plus cher à l'OBNL. Puis en plus, tu sais, le consommateur, I guess, qui est allé porter son sac, a pensé faire une bonne action. En plus, ouais. Ouais, fait que là... Mais non, le tissu est un gros problème au niveau de l'environnement. Il y a quand même des solutions qui se mettent en place. Il peut y avoir des artisans qui vont récupérer, mais ça, c'est à petit volume. Sinon, aussi, on peut maintenant faire des briquettes, exemple pour les œufs, on peut faire des cintres, des supports. Là, il y a une entreprise à Montréal qui récupère ça. Ils font des cintres à base de tissu puis de papier mâché. OK. Elle, toute sa boutique est faite de ça. Puis quand il y en a un qui brise, ben comme... Ils en font un autre. Puis tu sais, il est compostable. Puis... ah ouais? C'est quoi le nom de l'entreprise? Là, tu me pognes un peu de cours, là. Ben, c'est Innofibre qui crée ça. Okay. Mais c'était pour un client d'une boutique à Montréal. OK. Il faudrait que je te renvoie le nom. Tu me le redonneras, il n'y a pas de problème, je vais le mettre dans la description. Innofibre, là, ils sont vraiment forts sur les innovations de matière, là. Là, c'était des cintres et tout, mais sinon, des fois, ça peut être des panneaux isolants aussi. Ça, c'est une grosse affaire qui se passe en ce moment. Ouais. Il y a des fois des feutres aussi de tissu que c'est vraiment complexe parce que au niveau de l'épaisseur puis tout, mais ils font vraiment des gros panneaux isolants pour soit les murs. Des fois, ça peut être des... Même, il y a un artiste local qui récupère ça pour des panneaux plus artistiques là, dans des hôtels. Fait que, mais tu sais, encore là, c'est à plus petit volume. Fait que la solution, c'est la réduction. Elle jette de meilleure qualité puis garde-le plus longtemps. Ouais. Si jamais il brise... C'est comme tu disais, de la réduction, dans le fond. Là. Exact. Si jamais il brise, tu le répares. Puis en dernier recours, tu le jettes. Ouais. Ou tu le donnes, justement, comme tu dis, là,
Ben, s'il est brisé, t'as pas été capable de le réparer, puis qu'il est plus en bon état, va pas le mettre dans une friperie parce que ça va finir au déchet, puis c'est juste pas toi qui vas avoir géré le problème, tu vas avoir donné la facture à un OBNL. Oui, exact. Ouais. Justement, stratégiquement, est-ce que ton entreprise, c'est comme ça qu'elle s'attaque à ces initiatives? Celui qui fait le plus d'impact, on se concentre là-dessus ou selon les opportunités? Non, Comment parce ça que, tu sais, fonctionne? comme une entreprise qui va créer beaucoup d'impact, t'auras peut-être pas nécessairement, tu sais, les débouchés précis, là. Tu sais, là, je prends l'exemple du tissu, ou des fois, on parlait de la brèche, comme ça, ben, tu sais, c'est plus complexe. C'est pour ça que c'est du cas par cas, puis je pense que c'est vraiment important dans un accompagnement général, surtout en environnement, de s'adapter au cas par cas. Mm-hmm. Des fois, ça peut être des grosses quantités de lait aussi, là, puis t'as comme l'usine de Saint-Hyacinthe, qu'ils font de la biométhanisation, puis, tu sais, ils vont récupérer toutes ces matières-là. Mais c'est ça, on va pas prôner une technologie spécifique, on va s'ajuster aux besoins et à la matière qui est devant nous. Là. Mm-hmm. C'est quoi les secteurs que tu dirais que ton entreprise performe le plus? Tu dis, ça, là, à chaque fois, là, ça fonctionne toujours bien. On connaît, on maîtrise. Ça va être vraiment... Ben oui, c'est sûr, du manufacturier parce qu'on crée quelque chose, mais je te dirais dans la création d'items en plastique, là. OK. Ouais, souvent, parce qu'il y a beaucoup de rejets. Tu sais, on va mouler, on va faire fondre, il va y avoir, dans tous les procédés puis les étapes de création, il va y avoir un rejet. Mm-hmm. Fait que là, on a plein de petites matières, de différents volumes, de ça, puis à chaque fois, on est comme... Non, mais là, ça, c'est... Tu sais, ça a un impact concret, là. Mm-hmm. Parce que ça a pris beaucoup d'étapes. Fait qu'une entreprise qui a beaucoup d'étapes dans sa fabrication, ben, c'est un client cible, mettons, là. Mais tu sais, des fois, ça peut être juste de la sensibilisation. Des fois, tu as des entreprises qui ont déjà tout en place, que c'est parfait, mais au niveau de la sensibilisation, ils n'ont rien. Des fois, tu peux avoir, exemple, je sais pas moi, 500 employés dans une usine. Où est-ce que je suis allée dernièrement, puis justement, dans le coin de Sainte-Thérèse, là, il y a 480 employés à temps plein, là, tu sais, puis, mais tu sais, ils n'ont pas de comité environnemental, ils n'ont rien, mais ce qu'ils font à l'interne est plus, tu sais, ils ont presque pas de rejet. Fait que là, t'arrives, puis t'es comme, ben c'est concret parce qu'on crée un comité environnemental. Ça, c'est un autre volet à Solutions CS. C'est de créer une mobilisation d'employés internes. Puis après ça, ben, tu sais, ça a un impact direct, puis de la sensibilisation aussi, de t'assurer les gens passent du temps à faire ça, puis c'est important. Ouais, exactement. Tu t'assures que, ben, tu sais, quand les employés sont mobilisés, après ça, ça a une répercussion sur dans la maison de l'employé aussi, là. Tu sais, si dans l'entreprise, toute la journée, il se fait, tu sais, encourager à avoir des bonnes habitudes, puis des bonnes, tu sais, des bons fonctionnements, ben là, des bonnes pratiques. Il va les apporter à la maison. Oui, exactement. Fait que la sensibilisation, ton employeur, exemple, va te le payer ou toi, tu vas le faire, puis finalement, puis après ça, ben si tu as des enfants, ben tes enfants vont devoir aller, les enfants vont l'amener à l'école, les enfants vont voir les autres enfants, le professeur va voir l'enfant, tu sais, ça fait un effet boule de neige, puis pourtant, c'est juste un employeur qu'on n'a même pas touché à ses résidus. Là. On a juste fait de la sensibilisation. Exact, c'est ma dernière invitée qui disait que son OBNL, qui est le GRAM, qui faisait de l'éducation aux enfants, puis elle disait que justement, c'est les enfants qui apportaient les bonnes pratiques aux parents, mais là, tu me parles de l'inverse. C'est les parents qui apportent c'est comme les deux côtés, là, c'est intéressant. On a toute notre part d'impact sur tout le monde. Oui. Est-ce que tu es impliqué dans des OBNL ou est-ce que tu fais du bénévolat, justement? Ou... J'ai pas encore assez de temps en ce moment pour faire du bénévolat. Déjà une entreprise, mais c'est déjà c'est très... mais je fais quand même vraiment beaucoup de sensibilisation, puis j'encourage beaucoup d'OBNL, je mets en lumière beaucoup d'entreprises, tu sais, quotidiennement, j'en fais quand même beaucoup. J'aimerais en faire plus, mais je suis une mère... Ouais, c'est ça. Puis je suis une mère de famille aussi, je veux mettre mes énergies à la bonne place aussi, là, fait que quand il m'en reste un petit peu, ben j'essaie de... Mais je pense qu'au niveau de la sensibilisation, là, c'est un gros impact. Là. Ça ressemble à quoi à la maison avec une entrepreneur en économie circulaire? Est-ce que tous les enfants de la maison, tous les parents sont tous pas le droit de jeter de carton dans la poubelle jamais? Oh my God! Quand ça arrive que j'en vois un dans la poubelle, là, je suis comme « Hey! C'est qui a fait ça? C'est qui? Ah oui, mais il est tombé là! » Tu sais, c'est comme... Non, mais en général, il n'y a rien... mes enfants sont très, très, très sensibilisés, puis il faut que j'empêche mes enfants, des fois, de ramener des choses de l'école.
Tu sais, ah ouais, comme ma maman, il a jeté ça ou il a jeté ça. J'ai pris les piles. Oui, ben c'est sûr, ça. hein. Là, tu sais, j'ai amené, tu sais, tout ce qui peut être réutilisé, ils le savent. Fait que là, au lieu, tu sais, pour eux, ils peuvent pas le laisser là. Tu sais, même des fois, c'est pas un conteneur d'emballage à imprimer, puis là, ils vont comme l'amener pour dire, on l'amène-tu à l'éco-centre, tu sais. Mais je suis comme, là, au pire, on mettra un bac une fois par semaine, on le ramènera, mais ils sont très, très sensibilisés, mes enfants. Au niveau de la consommation d'eau aussi, là, tu sais, nous, quand on commence une douche, là, je sais pas si tu avais vu la publication, là, mais on perd en moyenne 4 à 8 litres d'eau juste en attendant que l'eau devienne chaude. Oui, Ouais. ça c'est vrai, exact. Fait que nous, on met un baril en dessous, comme un genre de contenant. On récupère l'eau jusqu'à temps qu'elle devienne chaude, puis après ça, on le tasse. Puis cette eau-là, on l'utilise pour name it à la maison. Oui, arroser les plantes ou quoi que ce soit. Là. Exact. Exactement, on le réutilise pour plein de choses. Puis ça a un énorme impact annuellement. Là. Fait que non, les enfants sont hyper sensibilisés. Puis ça va créer... une génération sensibilisée, là. Même on le voit déjà actuellement, là. Ça, ils sont très, en guillemets, politisés ou très au courant, là. On le voit déjà, là. Ouais, mais ça va... la génération qui s'en vient va être beaucoup plus sensibilisée, puis l'impact va être là, là. Ah, mais parce qu'à ce moment donné, quand tu réalises que ton prochain chez toi, il va être scrappé pour les 20, 100 des prochaines années... ben c'est ça, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, on va mourir, mais que ça soit dégueulasse. Ben oui, mais pense aux générations futures, là. Tu penses aux enfants de tes enfants. Pas, là, je pense que moi pis toi, on y pense. Oui, toi pis moi, ils pensent bien gros, là, mais ouais. Puis tous ceux qui écoutent ce podcast, probablement aussi. Là. Exact. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tes enfants t'ont appris en retour? Parce que toi, tu les as tellement sensibilisés. Qu'est-ce qu'eux, ils t'ont appris? Ah, c'est une bonne question. Je me suis jamais fait poser cette question-là. Qu'est-ce que mes enfants m'ont appris? Ben, de rester humble et authentique. Honnêtement, là, mes enfants, quand j'arrive, des fois... Tu sais, des fois, un événement où est-ce que t'as tellement de monde, t'as tellement de stimulation, tellement de tout, puis des gros projets, puis là, tes enfants te ramènent un peu à ce qui est important, puis à garder tes valeurs. Moi, je suis une personne qui est très, très, très valeur, puis c'est très important de rester authentique à toi-même. Puis à toutes les fois, quand je reviens, je m'assure que, le temps que je leur consacre est là, puis que je suis 100% là quand je suis là aussi. Puis ils m'apprennent que, justement, c'est pour eux qu'on le fait, là. Oui, c'est ça. Ouais. Maman se travaille pour toi, dans le fond, en guillemets. Exactement. Exact, ouais. Puis ça, ils sont conscients? Oui, ils sont absolument conscients de ça, là. Puis ils le savent absolument, puis ils veulent contribuer à leur façon aussi, là. Ouais, parce que même leur action, ça va être pour la prochaine génération quand même. C'est pas juste entre vous. Non, c'est ça, exactement. Tous, mais justement, mon fils, il me voit aller, puis là, il est comme, je pense que je pourrais starter une chaîne YouTube juste sur les habitudes écolo. Genre. Je suis comme, OK, go. Ouais, je vais t'aider. Je vais t'aider avec ton montage, je vais t'aider avec plein d'affaires. Oh, nice! Ah, c'est cool, ça. Ouais. Dans 10 ans, tu penses qu'est-ce que tu voudrais que ton entreprise devienne? Ça serait quoi, best case scenario? Dans 10 ans, j'aimerais qu'il y ait tous les répertoires possibles, ben toutes les entreprises ou les solutions d'ici dans le répertoire, puis que ça l'ait atteint vraiment plus loin que pan-canadien. J'aimerais avoir été dans le territoire français, là. J'aimerais beaucoup que ce soit at large, là. J'aimerais même que le secteur de sensibilisation de solutions SES soit répandu dans les écoles aussi, là. Ça serait... On grandit beaucoup l'équipe, là, dernièrement, mais comme là, j'aimerais que ce soit peut-être plus distribué à travers des provinces, là. Ah, vous êtes combien d'employés, excuse? On est 4. OK. Ouais, fait que... Mais comme, c'est ça, j'ai un consultant externe puis tout, là. Fait que, mais non, j'aimerais vraiment comme agrandir puis m'assurer qu'il y a une prospérité. Moi, j'aime beaucoup le volet sensibilisation. J'ai passé beaucoup de temps à accompagner les entreprises, mais j'ai un petit gaga pour la sensibilisation puis pour le contenu, là. Fait que j'aimerais poursuivre ce volet-là aussi, là. Puis ton prochain employé, ça serait quoi? Le poste, ça serait quoi, tu penses?
le plus Ah, là, en nécessaire? ce moment, j'ai vraiment de besoin de la gestion de médias sociaux. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, mais ça, c'est un autre volet de Solution ACS, là. Parce que Mais- quand même, je pense que c'est pas mal toi qui s'occupe de ça. Là. Ouais, c'est moi, des exactement. publications que je vois, c'est toi qui es mis à l'avant-plan. Là. Oui, c'est moi. Ok, ok. Je suis principalement le visage de Solution ACS, là, mais j'aimerais avoir quelqu'un qui peut peut-être gérer ça pour moi pour que je puisse plus me concentrer sur les campagnes de sensibilisation qui s'en viennent, là. Ouais. OK. Quelqu'un qui se mettrait de l'avant aussi, c'est ça que tu voudrais? Non, Non, ok, ben ok. peut-être, oui, là, Ok, mais ok. comme juste gérer mes médias sociaux, là. Les posts, Ouais, OK, exactement, c'est ouais. écrire et tout, OK. Puis Ouais. pourquoi c'est ça qui te prend le plus de temps, tu trouves? Ou... Oui, ça me prend quand même beaucoup de temps, là. J'aime ça. Ce que j'adore, c'est que dans beaucoup de publications ou quoi que ce soit, les gens interagissent beaucoup, puis ils posent beaucoup de questions, puis ils donnent leur opinion, puis ça, j'adore ça. Mais Puis il faut ça, du temps. hein. oui, c'est ça, il faut du temps, puis ce temps-là, ben c'est ça, il C'est est pas pris dans de d'autres choses, quelque ouais. part, ouais. Exact. Mais je m'en départirais pas parce que c'est Ok. tellement enrichissant, tout ce que j'apprends, même avec Ces mes propres interactions-là, publications. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. que ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment beaucoup continuer à faire ça, mais que ce soit peut-être un peu plus structuré. Puis, tu sais, au niveau du contenu vidéo aussi, des choses comme ça. Mhm. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus? Pourquoi ça t'attire autant puis que t'aimes le plus le faire? Je pense que c'est juste que je vois tellement d'impact. Moi, par jour, là, je dois recevoir à peu près une dizaine de demandes de gens sur « je fais quoi avec ça? Ah, j'ai vu ça. » Tu sais, c'est beaucoup de mobilisation pour une personne, mais quand je vois que, mettons, un contenu crée autant d'impact, ben je me dis, si mon impact est concret là-dedans, ben je vais mobiliser mes énergies là-dedans. Tu sais. C'est sûr qu'en entreprise, ça prend un gros volet puis ça a des gros volumes. Mais quand tu t'attaques au quotidien des gens, ben là, c'est là que tu Ouais, mais c'est réalises parce que tu disais, c'est moins c'est pas de la sensibilisation, mais je pense que c'en est quand même, non? Si quelqu'un te pose une question, il est sensibilisé parce qu'il va répondre à ben, c'est ça. changer cette pratique-là. Ouais, hein. c'est Je ça. disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, OK, bien là, j'ai la confirmation de Francesca que c'est ça. Exactement. Puis ça me motive vraiment beaucoup. De dire, comme je vais répondre à une question qui est fondée, comme là, hier, c'était quelqu'un qui m'envoie un aspirateur robot, puis qui dit je fais quoi avec ça? Mais tu sais, là, je me dis, hey, my God, c'est vrai, il doit tellement avoir de gens qui savent pas quoi faire avec son aspirateur. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. C'est une bonne question. Ben oui. C'est vrai, hein? Ouais. Fait que là, je vais faire une vidéo bientôt là-dessus, puis je vais expliquer. Parce que tu sais, souvent, ah ouais, l'éco-centre. Tu sais, mais des fois, l'éco-centre n'est pas sur ton chemin, là. Puis les heures d'ouverture sont peut-être pas adéquates, ou des fois, tu n'as pas d'auto. Des fois, tu sais, puis techniquement, les aspirateurs, ben un peu comme les micro-ondes, tu payes pas de déco-frais là-dessus. Puis tu sais, si tu n'as pas payé de déco-frais, ben il n'y a pas de recycleur ou de programme qui est mis en place pour les récupérer. Fait que techniquement, Pas c'est un d'incentive pour les item. mettre. Ouais, il n'y a pas de responsabilité de charge des producteurs, fait qu'il n'y a pas personne qui va le prendre en charge. Un peu comme le sujet des vapoteuses, tu sais. Ouais, t'en as pas parlé, on en a parlé avant le podcast, mais c'est quoi que tu veux faire avec ça, là, prochainement? Ben en fait, c'est ça. Je commence une campagne de sensibilisation pour rappeler aux gens qu'il faut absolument recycler sa vapoteuse, que ça ne va pas dans une poubelle ni dans un bac de recyclage, parce que ça peut prendre en feu. Il y a une batterie lithium, il y a des métaux. Fait que on veut s'assurer de ne pas mettre en danger les employés d'un centre de tri. Puis on veut aussi revaloriser le plus de matières qui sont contenues dans la vapoteuse. Fait qu'on va les déposer dans un point de dépôt. Ça compte comme un électronique, dans le fond, là. Non? C'est un sujet à part. Ouais. C'est pas un sert plus à rien, c'est pas un recycler vos électroniques, c'est vraiment, ça a des composantes électroniques, ça a du lithium, ça a des batteries, ça a des produits chimiques dedans. Faut juste aller le porter à un récupérateur qui, lui, va démonter pièce par pièce puis envoyer individuellement ces matériaux-là à des recycleurs spécialisés là-dedans. Fait que c'est plus complexe, mais... C'est où, mettons, c'est ces gens-là qui font ça? Ben, le programme pour recycler vos vapoteuses, c'est un programme de appel à recycler. C'est eux qui recyclent les batteries. Okay. Puis ils ont pris ce mandat-là en charge. Ils ont pris vraiment cette responsabilité-là. OK. Parce que c'est en consommation montante, là, les il y a des vapoteuses, millions d'unités juste au Canada. Quand je suis allé en France, il y avait des jetables même. Là. C'est dégoûtant, ouais, quand j'en entends. Ouais, non.
Mais là, il y a des boîtes dans tous les points de... Tu peux aller sur le site là, d'Appel à recycler, recyclervosvapoteuses.ca, puis tu vas voir les points de dépôt les plus proches de chez toi. Puis c'est une boîte, dans le fond, quand tu vas dans le magasin, tu demandes au commis si tu peux déposer la vapoteuse dans sa boîte, puis il va le déposer lui-même, puis ça va être envoyé au recycleur. C'est un fléau, cette affaire-là, c'est fou, hein? Mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de lithium. Le lithium, c'est une ressource qui est extrêmement précieuse, là, tu sais, puis c'est très coûteux au niveau de l'environnement, puis au niveau économique, puis sociétal, de l'extraire, là. Fait qu'on... Puis on est là à les jeter, là. Ouais, c'est fou parce que c'est une matière, comme tu dis, là, que c'est cher à extraire, donc pourquoi on le jette, là? C'est quelqu'un qui m'avait dit les sites d'enfouissement du futur actuels vont être les mines le mine de matériaux du futur. Ouais, puis on est saturé au niveau de l'enfouissement, là. Tu sais, juste ici, autour de l'île de Montréal, on a 3 centres d'enfouissement qui vont être saturés d'ici les 8 prochaines années. Fait qu'il va falloir envoyer les matières vraiment plus loin. Fait que ça va coûter plus cher. Ça va coûter en niveau de consommation énergétique ou en gaz, peu importe la technologie qui va être utilisée pour l'envoyer. Ouais. Fait que, tu sais, on est là, puis on fait comme si rien n'était, puis on consomme comme si c'était normal. On n'en parle pas non plus. On n'en parle pas non plus. Mais moi, ça fait 10 ans que je le sais. Ça fait 10 ans que j'en parle. Il reste 8 ans. Puis, tu sais... Ah, mon Dieu! Ça. Puis, Comment t'as appris ça? Ah, ben, tu sais, en travaillant justement dans les centres d'enfouissement, tu sais, nous, on est là à calculer par, mettons, centre d'enfouissement, combien ça coûte par tonne métrique puis tout. Fait que, tu le sais, là, que le centre d'enfouissement dans le... Tu connais ton volume fixe, exactement, il se remplit à tel rate. Puis, mais sinon, c'est ouvert au public aussi, là. On peut faire une recherche, puis on le voit tout de suite, là. Le centre d'enfouissement de Terrebonne il est vraiment saturé, là. Regarde, c'est plus c'est plus en Chine. Puis non, c'est ça, c'est juste dans notre ici, cours non là. plus, en plus. Là. Ouais, puis là, il n'octroie plus vraiment de mandat, là, tu sais, justement, certaines villes voulaient avoir des permis pour avoir parce qu'en fait, un centre d'enfouissement, c'est pas comme on imagine, là, un dépotoir, là. C'est des capsules d'enfouissement. Puis ces capsules-là, une fois qu'ils sont saturées, ben, sont vraiment scellées, puis ils passent des milliers d'années là-dedans. Mais tu sais, ils veulent ouvrir d'autres capsules dans les mêmes centres d'enfouissement. Mais les permis ne sont pas octroyés parce que l'emplacement, elle est protégée soit par des animaux, des insectes, la faune. Puis on veut juste pas. Là, des fois, il va en avoir déjà assez, là, des capsules d'enfouissement. C'est quoi ton opinion sur ces capsules-là, justement? Ben, je veux dire, c'est le seul moyen qu'on a en ce moment pour gérer ça. Mais une capsule d'enfouissement, là, comme je dis, c'est tellement scellé puis hermétique que ça prend des milliers d'années là, à se décomposer. Là. Des fois, ça peut être juste, justement, un morceau de bois. Là. On en enfouit beaucoup par rapport au CRD. CRD, c'est les résidus de construction, rénovation, démolition. Puis pendant longtemps, ben on les envoyait même pas en revalorisation énergétique. Là. On faisait rien avec, on faisait juste l'enfouir. Puis le bois, dans une capsule scellée, ça se décompose juste pas. Là. Puis on a perdu cette matière-là, puis on en a enfoui vraiment beaucoup. Puis tu sais, une couche souillée. Tu sais, une capsule d'enfouissement, il y a pas d'air qui passe, là. C'est comme tu peux la déterrer dans 100 ans, puis il va y avoir plein de choses qui vont avoir été intactes. Ouais. Ben, c'est où que j'avais lu ça? Que dans le fond, il y a une couche terrestre qu'avant l'arrivée des champignons puis des bactéries qui décomposent la matière, dont le bois, ben les arbres qui poussaient, ils poussaient sans cette matière-là. Fait qu'on a une couche terrestre puis donc qui fait que c'est du... Comment ça s'appelle ça? Du coal, c'est du charbon. Du charbon. Ben, ce charbon-là, il y a une couche de charbon, il existe à cause de ça. Genre. À cause de ça. Fait que justement, parce qu'il n'est pas décomposé, puis on recrée ces conditions-là dans ces capsules-là. Ah, exactement. C'est fou, hein? Fait que, tu sais, avant de jeter quelque chose, assure-toi de l'envoyer à la bonne place parce que ça va prendre des milliers d'années. Là. C'est même une pleure de banane, là, des fois, on a l'impression, ben oui, ça va se décomposer vite. Non, attends, là. Il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas d'humidité, il n'y aura pas rien. Là, ouais, dans des conditions anaérobiques, c'est pas la même chose. Exactement. Exact. Ouais. Merci full d'être venu au podcast. Ça fait tellement plaisir. Là. On peut te suivre où? Justement, dans tous les réseaux sociaux que tu apprécies. On peut vraiment me suivre partout, là, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Francesca Ecolo, ou sur LinkedIn, Francesca Chouinard. Puis, je suis assez active. J'encourage tout le monde qui est moindrement intéressé sur
les bons gestes environnementaux à me suivre. Puis évidemment, encourager mes capsules. Mm-hmm. Le site internet de ton entreprise? Solutionacs.ca. Simple de même. le domaine n'était pas acheté. Non, j'étais correct. Comment t'as aimé ça, ce podcast? J'ai beaucoup aimé ça. C'était quoi la différence entre toutes tes expériences de podcast? Ben, c'est hyper easygoing, là. Il n'y a pas de caméra d'un bord puis de l'autre, là. Petite chandelle, tranquille. Ouais, petite chandelle, très agréable. J'adore les plantes. Merci, ouais. Je sais que je le mentionne souvent dans mes 2 podcasts, là, mais j'aime bien ça. C'est un cafetier, genre? Non, tangerine. Tangerine. Exact. Je te souhaite une tangerine un jour. Ouais, c'est peut-être pour ton fils dans quelques années. Mon fils dans quelques années. Ouais. Hey, merci encore de m'avoir invité. Ben oui, merci. Merci à toi d'avoir accepté. C'était super le fun. T'as juste dit oui, puis t'es venu. Là, tu reviens en plus sur la Rive-Sud. Ouais, là, je m'en... déplacer. En bas, ça Rive-Sud. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie Société. Si vous avez aimé l'épisode et été interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, puis continuer les réflexions. Allez suivre le Linktree, le Instagram qui est écologie.société. Le site internet, c'est le Linktree, pas mal. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne journée.